Petite vidéo de révision sur les ondes en tout genre. Donc on va commencer par définir le concept d'onde progressive périodique. Alors une onde progressive, c'est une onde qui se déplace. Donc elle se déplace dans un sens de déplacement, hein, comme ceci. Prendre hop. Une onde périodique, c'est une onde qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps donné. Donc on schématise ça tout simplement par sur une échelle temporelle avec une amplitude par une sinusoïde, comme ceci, avec ici une période, une deuxième période qu'on peut mesurer également ici, la période t en secondes. Elles sont une onde, par définition, est une perturbation de l'espace et du temps. Donc cette perturbation qui se propage dans le temps se propage également dans l'espace, comme ici, avec le même schéma, mais cette fois-ci dans l'espace, donc une distance. Et cette fois-ci, ce n'est pas une période qu'on a là, mais c'est une longueur d'onde qu'on peut mesurer ici, ici comme ceci. Et on peut définir parmi tout ceci la fréquence qui est égale à l'inverse de la période, qui est le nombre de périodes par seconde, en Hertz. On peut définir aussi la célérité d'une onde, c'est-à-dire sa vitesse de déplacement, qui est égale à la distance divisée par un temps, c'est-à-dire une longueur d'onde, distance, divisée par un temps, une période. Ou alors, vu que la fréquence est égale à 1 sur la période, c'est égal à la longueur d'onde fois la fréquence. Donc ça, la célérité est en mètres par seconde, longueur d'onde en mètres, période en secondes, fréquence en hertz. Il existe deux types d'ondes, les ondes transversales et les ondes longitudinales. Prenons exemple par exemple d'une corde qui vibre. Alors je vais faire un dessin d'une corde. Donc imaginons qu'on a ici un point. La corde, on la fait vibrer. Donc on fait vibrer ce point de bas en haut. Donc la corde va vibrer comme ceci, un peu comme un fouet. L'onde se déplace par ici, mais elle vibre par ici. On appelle ça une onde transversale. C'est-à-dire que sa direction de propagation est perpendiculaire à sa direction de vibration. Et il existe des ondes longitudinales, c'est-à-dire que si je crée une onde ici et que je fais vibrer l'onde comme ceci, et que son sens de déplacement est le même, alors on va avoir ce qu'on appelle des fronts d'onde, qui seront ici des portions de cercle, des portions de sphère même, qui vont vibrer comme ceci. Et donc comme la vibration est parallèle au sens de déplacement, on appelle ça des ondes longitudinales. Voilà ce qu'il y a un peu à dire pour la base sur les ondes. Donc les ondes, perturbation dans l'espace et dans le temps avec transport d'énergie, mais pas de transport de matière. Quand il y a un bouchon qui est à la surface de l'eau, ce bouchon ne, comment dire, ne se déplace pas en avançant avec l'onde, donc il n'y a pas de transport de matière. Quand une vague vous passe dessus, vous n'avancez pas avec la vague, vous êtes sur la vague et la vague continue son chemin. On définit aussi les ondes mécaniques et particulièrement le son. Alors, une onde mécanique, c'est une onde qui a besoin d'un milieu matériel pour se déplacer, nécessité d'un milieu matériel, un gaz, un liquide, un solide. Voilà. Et donc, ça peut être par exemple une corde qui vibre, une corde de guitare, c'est une onde mécanique. Mais nous, en terminale spécialité, on s'intéresse particulièrement au son. Le son qui est une onde de ce fait créée comment? Donc, on prend un petit haut-parleur qui va vibrer comme ceci, et qui va du coup faire vibrer des couches d'air les unes par rapport aux autres, comme ceci. Et donc on a bien ici une onde longitudinale. Un son en 3 dimensions, on a une source d'une certaine puissance en watts qui va émettre de ce fait un son, et il n'est pas difficile de se convaincre que si ce point émet un son, cette onde va se déplacer telle une sphère dans l'espace, et nous, on va entendre une partie
de cette sphère. Et bien, cette partie-là s'appelle l'intensité sonore. L'intensité sonore est égale à la puissance de l'onde sonore divisée par la surface de la sphère. Donc, c'était une unité, ici on a des watts, ici on a des mètres carrés. Donc on a des watts par mètre carré. Plus on est loin de la source, plus l'intensité diminue, puisque plus la surface de la sphère augmente. Donc en fait, l'intensité ici, sonore, est proportionnelle à la distance qui est ici. Distance qu'on retrouve dans la formule de la surface. Et donc on peut écrire que l'intensité sonore est égale à la puissance divisée par la surface d'une sphère, qui est égale à 4 fois pi fois la distance entre la source sonore et notre oreille, qu'on a appelé ici d. 4 pi d carré. Donc on n'est pas proportionnel, on est proportionnel en d carré, bien sûr. Voici. L'intensité sonore est quelque chose qui donne des valeurs en watts par mètre carré qui est difficilement mesurable. Donc on définit, qui est difficilement appréhendable pour le commun des mortels puisqu'on a des chiffres qui sont compliqués. Donc on peut définir le niveau d'intensité sonore, level. Le niveau d'intensité sonore se note L en décibels. Et la formule pour calculer le niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore est égal à 10 fois le logarithme de l'intensité sonore divisé par une intensité sonore de référence qui vous est donnée en ds et qui vaut, si mes souvenirs sont bons, 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Voici le niveau d'intensité sonore sans calcul. Le corollaire de cette formule, c'est que L sur 10 est égal à log de I sur I0. Pour faire disparaître le log, on passe la formule à la puissance de 10. 10 puissance. Donc ça fait qu'on a I sur I0, puisque 10 puissance log annule le log, est égal à 10 puissance L sur 10. Donc on a le corollaire qui dit que si je vous donne le niveau sonore, on peut avoir l'intensité sonore en faisant I0 fois 10 puissance L sur 10. À savoir, on peut définir l'échelle d'intensité sonore, ici, avec 0 décibels, le silence absolu, très difficile à obtenir, jusqu'à 140 décibels, le bruit absolu, si vous voulez, qui détruit tout, le bruit d'une bombe nucléaire, si vous voulez, et 70 décibels. La valeur correcte, c'est la valeur du calme relatif dans une pièce. Au niveau des propriétés à appréhender, L ne peut pas s'additionner si j'ai plusieurs sources. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'ai un haut-parleur ici qui émet un niveau d'intensité sonore L1, un deuxième haut-parleur ici qui émet un niveau d'intensité sonore L2, et que je mets mon oreille ici, voilà, et ben le niveau d'intensité sonore résultante n'est pas égal à L1 plus L2. Par contre, l'intensité sonore I, elle, s'additionne. C'est-à-dire que si je considère cette fois-ci l'intensité sonore, I1 et I2, là pour mon oreille, l'intensité sonore totale est bien égale à I1 plus I2. Un petit mot également pour finir sur le son, sur l'atténuation. On va continuer par là. Si ici j'ai un haut-parleur qui émet un son de niveau d'intensité sonore, on va marquer L incident, LI, voilà comme ça, et qu'il rencontre une surface avec une certaine absorbance sonore, par exemple un bout de polystyrène, un mur, ce que vous voulez, l'intensité sonore après
va être réduite en amplitude. On va marquer L extérieur. Et on définit l'atténuation en décibels par la grandeur, intensité incidente, moins niveau d'intensité sortant. Et ça nous indique un peu la façon qu'a un matériau, comme un mur, d'atténuer le son. Voici ce qu'il y a à savoir cette fois-ci pour les ondes mécaniques sonores. Passons aux ondes électromagnétiques de la lumière. Alors, quelque chose qui n'est pas à savoir, mais une onde, de façon générale, est une perturbation spatiale et temporelle, selon un axe X, si je prends une seule dimension pour être plus simple. Ici j'ai 0, l'onde se déplace, et elle est donnée par son amplitude fois un terme en cosinus et en sinus. On va mettre par exemple un terme en sinus. Oméga fois t moins k fois x. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette formule-là? C'est que une onde dépend d'une propriété spatiale, qui est ici. Ce coefficient ici s'appelle le vecteur d'onde, et une onde dépend d'un coefficient temporel, qui est ici le temps, et pondéré par un coefficient ici, qui s'appelle la pulsation, qui est un peu, si vous voulez, l'équivalent. Donc ici, on a un peu l'équivalent de la période, et ici, on a un peu l'équivalent de la longueur d'onde. C'est ce que vous verrez, bien sûr, après le baccalauréat, dans des études supérieures. Les ondes électromagnétiques, comme la lumière, possèdent des longueurs d'onde qui vont de là où on veut, mais on va retenir la lumière visible, qui va de 400 nanomètres, nano 10 puissance moins 9, à 800 nanomètres. Voici les grandes valeurs à connaître. 10 puissance moins 9 mètres. Avec ici la zone rouge, ici la zone bleue, et au milieu la zone verte. Donc on a bleu, vert, rouge, dans le spectre visible de la lumière. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Une onde électromagnétique, donc c'est quelque chose qui se déplace, vers par exemple par ici, est composé de façon perpendiculaire d'un champ électrique, hop, E, qui vibre, donc c'est-à-dire qui grandit, qui rétrécit, qui grandit, qui rétrécit. Si je fais ça comme ça, qui grandit, qui rétrécit, qui grandit, qui rétrécit, et d'un champ magnétique qui est orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire, qu'on note B, champ magnétique ça se note B, ils sont perpendiculaires, et lui aussi vibre, comme ça, et l'onde, elle, va se déplacer perpendiculairement à ce champ-là, l'onde de ce déplacement. On va marquer déplacement. Donc on imagine un champ E qui vibre, un champ B qui vibre, électromagnétique, et le tout avance dans cette direction. On représente la lumière par un simple trait orienté, comme ceci. Donc là, si je regarde bien, la direction de vibration du champ E et B est perpendiculaire à la direction de déplacement, donc on a bien une onde longitudinale. Les phénomènes à connaître pour les ondes électromagnétiques qui fonctionnent aussi avec les ondes mécaniques, la diffraction et les interférences. Mais nous, au lycée, on étudie ça principalement pour la lumière. On va commencer par un phénomène simple, par le premier phénomène, la diffraction. Qu'est-ce qui se passe quand un laser, par exemple ici, qui possède une certaine longueur d'onde connue, rencontre un trou dont les dimensions sont à peu près égales, de la même grandeur, du même ordre de grandeur à la longueur d'onde? Donc par exemple, si la longueur d'onde est de l'ordre du, je sais pas moi, millimètre, il faut que tout trou soit de l'ordre de grandeur du millimètre, trou qui est ici, donc de diamètre ici A. Alors on va avoir un phénomène de diffraction, c'est-à-dire que la lumière va se diffracter comme ceci. Elle va apparaître sur un écran. On va observer sur l'écran, dans le cadre d'une fente, une grosse tache centrale que j'ai représentée ici, de largeur L.
Donc on va représenter ici la largeur L de la tâche centrale. Puis ensuite, de petites tâches caractéristiques du phénomène de diffraction, qui se retrouvent évidemment par le calcul, mais là c'est hors programme. Ce qui est au programme cependant, c'est de, si on prend ici un schéma, qu'on prend ici notre écran, que l'écran et que le trou sont séparés par une distance grand D. Là, on a ce qu'on appelle un angle de diffraction qu'on va appeler θ. La formule à savoir, c'est que l'angle de dispersion de la lumière, c'est-à-dire l'angle ici, est égal à la longueur d'onde de mon faisceau divisé par la taille de l'ouverture. Une démonstration simple qui se retrouve dans une autre de mes vidéos que je vous encourage à aller voir, est de dire que, alors je peux la faire vite fait parce que je ne connais pas la formule par cœur d'ailleurs, donc on va prendre ici la tangente, tangente θ est égale à L sur 2, tangente opposée sur adjacent divisé par D, donc est égal à L sur 2D. Or, θ étant petit et θ étant radian, attention à ça, il faut que votre calculette soit en radian, et non pas en degrés. Là, on a des mètres, et ici aussi. Alors, on peut dire que tangente θ est égal à environ θ. Et donc, on peut dire que lambda sur A est égal à L sur 2D. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à quoi? Si je connais la longueur d'onde de mon laser, que je peux mesurer la tâche et que je connais la distance entre l'écran, alors je peux déterminer le diamètre de ma fente, ce qui me permet de mesurer des très petites longueurs, parce que souvent c'est des diamètres très petits, facilement puisque elle est mesurable à la règle. Ou alors si je peux mesurer la taille de la tâche, la distance avec l'écran, et que je connais la taille de mon trou, alors je peux déterminer la longueur d'onde de la lumière. C'est une méthode de mesure de longueur d'onde de lumière. Pour terminer, s'il advient que mon faisceau, que je vais faire cette fois-ci un peu plus épais, comme ceci, hop, voilà, comme ça, faisceau orienté évidemment, de certaines longueurs d'onde, rencontre non pas cette fois-ci une fente, mais plusieurs, ici par exemple 2, en voilà une et en voilà une deuxième, et que ces deux fentes sont séparées ici, je fais en plus gros, d'une distance B, ici, alors si je place un écran plus loin, comme ça, vont s'ajouter au phénomène de diffraction inhérent à le passage du faisceau à travers un petit trou, un phénomène d'interférence, c'est-à-dire que ici, on va considérer que le trou 1 est une source, le trou 2 est une source, on va appeler ça S1 et S2, et ces deux sources vont pouvoir se projeter dans toutes les directions sur un écran. Alors là, par exemple, j'ai fait quelque chose de... Hop, voilà. J'ai fait un endroit particulier, un point M, de coordonnées par exemple X. Et bien, sur l'écran, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé, en plus du phénomène de diffraction, c'est-à-dire de la tâche centrale qui est là, avec les autres petites tâches, j'ai observé un phénomène d'interférence, c'est-à-dire que j'ai observé une succession de tâches colorées, séparées par des taches noires, comme ça. Et la distance alors ici aussi bien sûr, ça c'est le phénomène d'interférence. Je vous engage à aller voir le cours pour expliquer pourquoi il y a un phénomène d'interférence. J'ai fait une vidéo là-dessus également. Et la distance entre les tâches ici s'appelle l'interfrange, qui est ici. L'interfrange. Ce qu'il y a à savoir pour le phénomène d'interférence, c'est qu'il faut plusieurs sources pour que le phénomène soit observable, et que ces sources doivent être cohérentes entre elles, c'est-à-dire cohérentes spatialement, temporellement et en polarisation. Je m'explique, il faut que les sources qui sont ici soient issues du même faisceau, comme ça en fait elles sont sœurs jumelles et peuvent interférer, vu qu'elles sont issues du même faisceau. Donc on observe souvent le phénomène d'interférence dans le cadre d'un faisceau laser qui traverse par exemple un tamis.
parce qu'il y a plusieurs trous. Une passoire, parce qu'il y a plusieurs trous. Un tissu, parce qu'il y a plusieurs trous dans un tissu, etc. etc. Donc je répète, il faut que ces deux sources soient cohérentes spatialement et temporellement, c'est-à-dire qu'elles soient sœurs jumelles spatialement et temporellement, donc qu'elles soient issues du même rayon, du même faisceau laser du début. Je répète, le phénomène d'interférence s'observe également pour le son, hein, et pour toutes les ondes mécaniques, finalement. Mais là, nous, on s'intéresse à la lumière. La formule à connaître pour ça, et bien ici, si je regarde mes trous, je vois que la source S1M parcourt moins de distance que la source S2M, alors on a ce qu'on appelle une différence de marche. Et la formule à savoir, c'est que la différence de marche, c'est-à-dire la différence de longueur entre les deux segments S1M et S2M, se note étant comme S2M, le plus grand segment, moins S1M. Si je fais une vue de l'esprit et que je me balade tout le long ici de mon, de mon écran, ici, et ben, la distance S1M et S2M va varier, évidemment. Et quand je calcule la différence de marche, si elle est égale à un multiple entier, 1, 2, 3, 4, etc., qu'on va noter K fois la longueur d'onde, alors j'ai une tache de couleur. Et si elle est égale à un demi-multiple entier, c'est-à-dire 0,5, 1,5, 2,5, etc., qu'on note K plus un demi, fois la longueur d'onde, alors on a une tache noire. Quand ça vaut K fois longueur d'onde, on appelle ça une interférence constructive. Les deux faisceaux peuvent s'additionner. Et quand on est dans ce cas-là, là on a une interférence destructive, c'est-à-dire que les deux faisceaux s'annulent l'un par rapport à l'autre parce qu'ils sont en opposition de phase. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Les formules qu'on peut vous donner au bac, ça il faut la connaître, mais cependant, dans le cadre de ce dispositif de deux trous, on appelle ça les trous de Young, là la différence de marche vous est donnée. Quand il y a deux trous, la différence de marche vous est donnée. Ça s'appelle les trous de Young, c'est explicitement dit dans les exercices. Sinon, vous pouvez avoir la déterminer par vous-même. Attention, c'est la difficulté de ce chapitre. Et là, si mes souvenirs sont bons, la différence de marche dans le cadre des trous de Young vaut B fois X sur D. Qu'est-ce que ça veut dire? B, c'est l'écart entre les fentes. X, c'est la position sur l'écran. Et D, c'est la distance avec l'écran et les fentes. Dans le cas où cette différence de marche est égale à un multiple de la longueur d'onde, K fois longueur d'onde, avec K égale 1, alors on se retrouve dans le cas où on est entre deux taches colorées, pour K égale 1, entre les deux premières taches colorées, et cette distance, je vous rappelle que la différence de marche est une distance en mètres, s'appelle l'interfrange, alors que ce qu'on peut dire, eh ben, on peut remplacer ici ma formule par B fois la grandeur, ici I, sur D, est égal à la longueur d'onde, et on obtient une formule sympathique qui nous dit quoi? Qui sert à quoi? Si je sais mesurer l'interfrange avec une règle sur un écran et que je connais l'écart entre les deux fentes et la distance des fentes et de l'écran, alors je peux mesurer une longueur d'onde. Si je peux mesurer avec une règle la distance entre les deux tâches comme ça, et que je connais la longueur d'onde de ma lumière et la distance entre la fente et l'écran, alors je peux calculer la distance entre les fentes. Donc l'interférométrie permet également de mesurer des petites distances. Si je veux faire un résumé rapide, la diffraction, quelle est son utilité? Ça mesure A, c'est-à-dire le diamètre d'une fente ou d'un trou.
et les interférences. Ça sert à mesurer B, c'est-à-dire la distance cette fois-ci entre deux trous. Vous voyez un peu l'utilité des deux techniques de mesure indirecte. En mesurant des épaisseurs des tâches, je mesure le diamètre d'un trou. En mesurant la distance entre deux tâches, je mesure la distance entre deux trous. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Si vous voulez approfondir notamment les interférences, je vous engage à aller voir l'autre vidéo que j'ai faite. Merci.